Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette nouvelle preview Sens Tactique. On arrive à la 16e preview, on se rapproche de plus en plus de la fin. On a fait Strasbourg hier, et donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à l'OGC Nice, 5e du dernier championnat la saison dernière. Je suis Tommy de Sens Tactique, et comme à chaque fois, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Eh ben écoute, ça va très bien. Ça y est, on est arrivé au niveau des clubs européens. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté des Alpes-Maritimes pour s'intéresser à l'OGC Nice. Exactement, un petit tour du côté de l'OGC Nice, mais avant tout, on vous invite évidemment à faire un petit tour du côté de nos réseaux, Sens Tactique majuscule S majuscule O T sur TikTok, Instagram et Twitter. On vous invite aussi à nous retrouver sur notre Discord, où il y a toute la communauté, tous les socios. Venez vous régaler, venez parler foot. Ça fait toujours plaisir de voir du monde venir. Du coup, Adri, on va pouvoir attaquer cette preview de l'OGC Nice. On va faire comme d'habitude, évidemment. On va d'abord commencer par la saison dernière. Ensuite, on va faire la deuxième partie, le mercato. Et la troisième partie, ce sera évidemment notre projection pour la saison 2022-2023 qui a déjà commencé, comme vous le savez. Mais c'est pas grave, on a un petit peu de retard sur le planning, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on parle de tous les clubs. Alors, Adri, la saison 2021-2022 de l'OGC Nice, Mister Data, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, première partie, comme d'habitude, c'est un petit flashback sur ce qui s'est passé la saison dernière du côté des Aiglons. Donc Nice a terminé cinquième l'année dernière, neuvième attaque de Ligue 1 à égalité avec Bordeaux. Ça, c'est une stat qui est mine de rien assez marquante. Et meilleure défense à égalité avec le Paris Saint-Germain, pour au final une différence de plus 16. Huitième à l'Alliance Riviera et troisième à l'extérieur. On s'est très bien déplacé la saison dernière du côté de Nice. Les meilleurs buteurs, Andy Delors avec 18 buts, Amine Gouiri avec 10 buts et Casper Dolberg avec 6 buts. Les meilleurs passeurs, Gouiri, encore lui, avec 9 passes D, Justin Kluivert avec 5 passes décisives, et on a à égalité Melvin Barr et Andy Delors qui sont tous les deux à 3 passes décisives. C'est une phase allée terminée avec 33 points à la deuxième place la saison dernière, donc dauphin du Paris Saint-Germain, et une fin de saison avec 66 points. Donc au final, tu fais exactement la même phase aller et la même phase retour. On l'a vu sur pas mal de previews qu'il y avait pas mal d'équipes qui avaient mieux fini. Ouais. Nice a été juste ultra régulier. Donc peut-être ce détail qui fait que Nice ne peut pas peut-être aller accrocher plus haut. D'autres choses évidemment qui peuvent expliquer ça. Je dirais qu'après une saison décevante, donc la saison encore d'avant, je trouve que le projet Ineos commence quand même véritablement. Parce que ça y est, tu as accroché l'Europe. Alors c'est de la conférence, mais pour moi, il n'y a pas de raison de sous-estimer Oui, on rappelle cette d'autant Coupe plus qu'ils d'Europe. jouaient la Ligue Europa à 10 minutes de la fin avant le but de Serhou Guirassy du côté de Rennes. Enfin, du côté Bien de Lille, sûr, du coup, pour Rennes. exactement. Ils s'étaient qualifiés pour l'Europa League. Donc, une qualification pour la Conference League, évidemment. On notera aussi, comme tu le dis, donc ils étaient qualifiés pour l'Europa League avant le but de Serhou Guirassy là, dans le temps additionnel. Il y a aussi, dans cette saison, le point de pénalité qui a été retiré dû au débordement en début de saison. C'est celui-là qui coûte la place en Europa League. Ouais, clairement. Parce que logiquement, tu es à 67 points au niveau des stats. Tu fais une meilleure saison que le Stade Rennais et tu termines devant. C'est ce point de pénalité qui fait que tu termines à égalité de points, mais la différence de Rennes avec l'attaque de feu qu'il y avait du côté du Stade Rennais fait que tu es derrière. Mais sinon, en termes de bilan, tu étais devant et tu terminais quatrième de cette saison. Donc là-dessus, il y a évidemment une petite déception. Tu avais du coup l'arrivée de Christophe Galtier, première saison de Galtier du côté de Nice, donc qui est ébauché du côté comment dire, de Lille, champion de France. Tu arrives à ramener Galtier dans un projet où tu n'es pas en Coupe d'Europe et tout ça. Nice a toujours eu cette culture, quand même, je trouve, d'avoir des très très bons coachs et de mettre les coachs un peu au centre du projet. Tu as malgré tout une finale perdue de Coupe de France. Contre Nantes, il y avait pas mal d'espoir et au final, tu perds cette finale sur un but de Blas en finale de la Coupe de France. Tu as eu dans les points positifs aussi la solidité défensive. On l'a dit, meilleure défense à égalité avec le Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Mais c'est devant que ça a pêché un petit peu. Bon, même si on sait que Bordeaux, en étant relégable, enfin dernier, avait une très bonne attaque, neuvième attaque de Ligue 1 quand tu as des ambitions, c'est évidemment pas suffisant. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment au point de départ du projet Neos parce que tu as la Coupe d'Europe et que ça y est, Nice va vraiment pouvoir s'étalonner via championnat et Coupe d'Europe. Ouais, exactement. Ça va être une saison, comme tu le dis, je crois que l'important dans cette saison niçoise, c'est surtout l'implantation du projet Ineos, qui commence un petit peu à prendre de plus en plus. On notera aussi, alors je n'ai pas fait totalement attention, mais j'espère que je ne fais pas une répétition, la finale de la Coupe de France.
Bien sûr, je l'ai dit, mais Tu en avais parlé, excuse-moi, parce que beaucoup d'informations, donc j'étais peut-être passé à côté, mais je voulais en être sûr. Une saison forcément, ouais, qui s'est jouée avec ce petit point de différence. On rappelle rapidement, parce que ça fait partie quand même des faits de la saison, beaucoup de difficultés internes avec les supporters niçois. Hein, on le sait, hein, il y a eu notamment le jet de bouteille sur Dimitri Payet, qui a en début de saison, qui a entraîné justement ce retrait de points. On sait aussi qu'il y avait eu un petit peu les champs pas très bien placés vis-à-vis d'Emiliano Sala, etc. Donc ça a été une saison très, très particulière, mais d'un point de vue sportif, on notera quand même que les jeunes, selon moi, ont été au rendez-vous. Moi, je pense notamment à Amine Gouiri, je pense à Kefren Turam, je pense à Menvin Bar aussi, qui a vraiment pas été mauvais la saison dernière. Euh, Après, il y a eu quand même des flops. Enfin, il y a eu quand même des joueurs qui m'ont énormément déçu. Et je pense à un garçon, notamment Casper Dolberg, qui a ouais. vraiment été en dessous, j'allais dire en dessous des statistiques, mais un petit peu en dessous de tout. On va pas se mentir, avec Casper Dolberg l'année dernière, comparé aux joueurs fabuleux qu'on a eu, du moins qui nous avait fait une très grosse impression. On peut aussi parler de Calvin Stengs peut-être aussi, qui n'a pas forcément Tout à répondu fait. aux Tout à fait. attentes sur le front de l'attaque. Euh, Justin Kluivert, on peut tendre aussi d'en attendre encore un petit peu plus, même si je trouve que finalement Par Justin Kluivert, intermittence. voilà, Hmm. Justin Kluivert a peut-être été quand même à montrer un petit peu plus de choses que les trois garçons mentionnés précédemment. On sait aussi que Christophe Galtier avait été assez déçu du rendement d'Alexis Claude Maurice aussi. Donc voilà, il y a eu pas mal de petites déceptions du côté de l'OGC Nice, mais au final, ça reste quand même sur le fond, ça reste une belle saison, mais je pense une saison frustrante, mais qui malgré tout peut poser les bases, comme tu l'as dit très justement, d'un très très beau projet du côté de l'OGC Nice, et on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans la partie mercato. Ouais, je trouve ça très bien résumé. Ouais, c'est satisfaisant, mais qui laisse des regrets. Parce qu'encore une fois, il y avait Vieira avant qui a pas du tout. Voilà. Tu vas quand même en Europe via le championnat, mais tu perds en finale de Coupe de France et tu dis qu'il y avait mieux à faire. Donc, je trouve que c'est pas mal résumé. C'est satisfaisant, mais qui va laisser des regrets. Et maintenant, évidemment, l'objectif, ça va être de se renforcer pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Exactement, et du coup on va pouvoir attaquer évidemment la partie mercato, deuxième partie de cette vidéo de l'OGC Nice. On va parler du mercato des Niçois, mercato 2022-2023, c'est parti. Quoi. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Du coup Adri, le mercato et plus généralement l'effectif de l'OGC Nice, Mister Data, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire, surtout que du côté mercato il y a eu quand même pas mal de mouvements. Ouais, ça a bougé. La deuxième partie, c'est un petit tour du côté de l'effectif de l'OGC Nice, mais aussi un petit tour des arrivées et des départs. Précision, la source, c'est Transfer Market. Évidemment, l'autre précision, c'est que quand on tourne cette vidéo, on est encore très loin de la fin du mercato. Donc, si vous regardez cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines, c'est possible qu'il y ait eu des mouvements d'ici là. C'est évidemment les informations que l'on a au moment où on tourne la vidéo. Et avant de me lancer dans l'effectif niçois, je m'excuse s'il y a des prononciations de joueurs que je ne maîtrise pas forcément. Il y a beaucoup de joueurs et je ne les ai pas forcément tous. Alors, pour l'effectif niçois, on aura Schmeichel, Bulka, Boulendi, Todibo, Daniluc, Viti, Dante, Cissé, Bar, Attal, Lotomba, Thuram, Rosario, Lemina, Schneiderlin, Barbosa, Beka, Ramzi, Trouillet, Boudaoui, Claude Maurice, Brahimi, Dacunia, Ilié, Sotona, Stengs, Buanani, Guiri, Dolberg et enfin Andy Delors. Du côté des arrivées, on a donc Viti qui est arrivé de Empoli, défenseur central pour 13 millions d'euros. Beka qui lui arrive du Lokomotiv Moscou, milieu défensif pour 12 millions d'euros. On a Ilié qui arrive, lui, du FC Rapide, je crois que c'est en Roumanie, ailier gauche pour 5 millions d'euros. Bulka, c'est l'option d'achat qui est levé, gardien du Paris Saint-Germain qui arrive. Schmeichel, autre gardien qui lui arrive de Leicester pour 1 million d'euros. Aaron Ramsey qui arrive libre de la Juventus de Turin. Buanani qui arrive libre de l'équipe réserve du LOSC qui est ailier droit. Et enfin, on a les retours de prêt de Dacunia, Bambou, Trouillet, Cissé et Sotona. Et du côté des départs, on a Walter Benitez qui part libre du côté du PSV Eindhoven, Sacco qui part libre à Avranches, Pelmar et Endoy qui partent du côté de Bâle, et on a les prêts de Nguessan à Nîmes, de Guessant à Nantes, et les fins de prêt de Justin Kluivert et de Jordan Amavi. Ça a beaucoup bougé du côté de Nice à l'intersaison. Alors, ça a beaucoup bougé du côté de Nice. Maintenant, il y a quand même des retours de prêt. On pense à Justin Kluivert et Jordan Amavi. Jordan Amavi, pardon, qui revient du côté de l'OM. Dans les gros départs,
on notera quand même Walter Benitez, on le sait qu'il était plus Ouais. en odeur de sainteté, parti du côté du PSV, un moment annoncé dans différents clubs de Ligue 1, notamment des clubs qui jouaient le haut de tableau. Euh, Moi, je trouve quand même qu'il y a eu surtout, dans ce mercato, il y a eu, je dirais pas une sorte de si, voilà, c'est le mot que je vais utiliser, un rééquilibrage. C'est-à-dire que pour moi, tu as laissé partie des joueurs qui peut-être étaient un petit peu. Bon, qui jouaient pas et qui avaient un certain impact sur la masse salariale. Et à côté de ça, tu as fait rentrer des joueurs quand même où tu te dis, déjà, tu as fait des paris quand même, parce que BKBK, Viti, c'est quand même 12 millions et 11 millions 7. Kasper Schmeichel, ça peut avoir tout du pari, mais c'était quand même un joueur titulaire à Leicester. Il arrive pour 1 million. Bon, ça reste malgré tout, je pense, un pari. Aaron Ramsey, ça en reste un aussi, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais Ramsey, il a fait ces 2 dernières saisons, c'était à la Juventus, je crois que je dois avoir sa fiche qui traîne par là, les 2 saisons. Et aux c'est à la Rangers. Et aux Rangers, ouais, c'est ça. C'est un joueur quand même qui, malgré tout, à son échelle, est un peu constamment à la relance, 31 ans. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Il a fait une très belle première journée lors de son entrée évidemment. Et puis après, tu as les retours de prêt. Moi, je pense notamment de Lucas Dacunha, que moi j'ai bien connu du côté de Rennes, qui pourrait éventuellement peut-être repartir. Donc je Sans sais qu'il y a doute, pas mal de discussions sur le fait qu'ils doivent repartir éventuellement en prêt. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est pour moi, il y a une sorte de rééquilibrage où disons que tu as laissé partir du nombre. Tu récupères du nombre certes, mais il y a quand même de la qualité et surtout il y a de l'investissement. C'est-à-dire que là, pour le moment, au moment où on se parle, c'est un mercato déficitaire à 31 millions 7 pour le moment pour le GC Nice. Ce qui, alors attention, quand je dis déficitaire, on parle évidemment du projet Ineos, donc c'est déficitaire dans la balance des départs arrivés, mais à côté de ça, sur la situation globale et financière de Nice, il n'y a rien de scandaleux à faire un mercato à 31 millions de dépenses. Donc, Non, non. donc moi je trouve que c'est un mercato qui me semble assez cohérent, mais quand même basé aussi sur pas mal de paris, quand même, on va dire. Ouais, alors dans les départs aussi qu'on n'a pas mentionné parce que c'est staff, mais du coup on doit aussi en parler, c'est le Oui, départ de Galtier, évidemment. évidemment, puisque c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est des joueurs, mais il y a le départ de Galtier et l'arrivée de Lucien Favre, Ouais. qui sera le nouveau coach, mais bien connu du côté de Nice. Ouais, je trouve que tu as un mélange entre joueurs d'expérience qui arrivent et de la jeunesse, et C'est deux, trois ça. paris Mm. qui est intéressant. Schmeichel, alors bon, il fait une super journée là, et apparemment il a vraiment été décisif lors de la deuxième journée. Ouais. C'est le problème de faire les previews une fois que ça a commencé, Non, mais ça peut nous, ça n'empêche pas qu'on garde quand même notre ligne de conduite voilà, sur on la garde question, hein. C'est l'idée, pas mais parce c'est qu'il a vrai fait que un les bon deux match. premières journées, ça peut un peu, comment dire, flouter le message. Mais voilà, Schmeichel, j'attends de voir quand même. Mais l'idée, c'était de recruter un gardien d'expérience du côté de Nice. Il y avait failli avoir Sommer, et au final, c'est Schmeichel. C'est intéressant. J'ai quelques doutes, mais en tout cas, bon, Moi, il a j'aurais joué, préféré Sommer à Schmeichel, personnellement, mais il a été performant. C'est là le plus important. Ça a recruté au milieu de terrain, on l'a dit, avec Ramsey, avec BKBK notamment. À voir l'avenir de Kefren Turam, parce que Kefren Turam fait une très bonne saison sous Galtier et il est évidemment demandé. Donc on va voir si Nice est en mesure de quand même de garder son milieu de terrain. Devant Delors Gouiri, je pense que ça va pas trop bouger a priori, mais quid de Dolberg? Comme tu l'as dit, saison plutôt décevante de Dolberg. On connaît le joueur fabuleux qu'il est, mais on connaît aussi le joueur irrégulier qu'il est. Donc voilà, je me pose des questions aussi sur l'avenir de Dolberg devant du côté de Nice. On va voir comment ça va être géré, s'il décide peut-être de le vendre et de racheter quelqu'un. Je crois qu'il avait acheté 20 millions à l'époque du côté de l'Ajax. Donc à voir. Là, j'ai aussi une petite interrogation de ce côté-là. Calvin Stengs, t'en avais parlé. On espère qu'il va exploser parce que il peut y avoir une année d'adaptation aussi. Ça arrive. Mais voilà, il y a eu pas mal de mouvements. Il y a eu des jeunes, il y a eu des joueurs expérimentés. Tu sens quand même que tu as les moyens à Nice. Ça, par contre, on va pas se mentir que quand tu peux mettre 13, 12 millions, 5 millions, c'est que tu as quand même des moyens intéressants du côté de Nice. Le projet prend forme et maintenant, il va falloir aussi se servir de tous ces genres d'expérience pour aborder la Coupe d'Europe. on va aborder la Coupe d'Europe et aborder aussi tout simplement la saison prochaine, hein, évidemment. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer, si ça te va, Adri, à notre projection pour la saison Let's prochaine. go. La projection sans tactique pour la saison 2022-2023 de l'OGC Nice. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Du coup, Adri, la saison 2022-2023 de l'OGC Nice, on rappelle, hein, au moment où on tourne cette vidéo, la deuxième journée s'est jouée. Donc du coup, on va pouvoir... je vais te laisser nous faire le calendrier malgré tout, hein. Tu vas nous dire ce qui reste en face de l'OGC Nice pour les 2-3 prochaines rencontres.
Voilà, on ne change pas quand même malgré tout cette partie-là. Le calendrier, les 4 premières journées, donc il y avait déplacement à Toulouse pour la première journée avec donc un match nul un partout face au promu. Réception de Strasbourg ensuite avec là aussi un match nul, un but partout. Ça sera pour la 3e journée, donc un déplacement du côté de Clermont. Et enfin, ça sera la réception de Marseille, donc pour un derby de la Côte d'Azur. Donc voilà, pour le moment, déplacement à Toulouse, un partout et réception de Strasbourg, un partout. Ça commence petit trop du côté de l'EGC Nice. Ouais, exactement, ça commence petit trop. Et, euh, et maintenant, comme on l'a dit, nous, on ne base évidemment pas nos previews et la vision de nos previews sur les deux résultats qui sont passés, hein. C'est le début de saison, tout simplement. Maintenant, comme on le disait, je le rappelle encore une fois pour ceux qui nous rejoindraient et qui n'ont pas vu les précédentes previews, d'ailleurs, on vous invite à les retrouver, hein, toujours disponibles sur YouTube. C'est une saison un petit peu particulière cette année, donc moi, je pense, à mon avis, qu'il faut bien démarrer. Je crois que c'est important de bien démarrer avec la coupure qu'il va y avoir à la pause. C'est important de bien démarrer. Bon, maintenant, t'as pas de défaite dans la musette, hein, t'as pris 2 points pour le moment. Mais c'est vrai que bon, va falloir que peut-être aussi que ça accélère, comme d'autres clubs dont on aura l'occasion de parler peut-être dans les prochains jours. Mais il va être temps que ça démarre du côté de l'OGC Nice. Maintenant, moi, je partirai pas dans une inquiétude folle pour l'OGC Nice au moment où on se parle. Oui, non, il n'y a pas de raison de paniquer. Encore une fois, c'est que le début de saison, ça ne sert à rien. Tu peux constater qu'il y a quand même peut-être des petits points de lâcher, mais bon, pas de catastrophisme après 2 journées. Exactement. Du coup, on va peut-être passer, Adri, à la saison. Comment tu vois la saison de l'OGC Nice, toi, de ton côté? Ouais, et ben écoute, Nice a de l'ambition et Nice a aussi les moyens de ses ambitions. Je trouve que tu as quand même un recrutement qui est intéressant. Il y a de l'argent qui a été mis sur la table. Le projet se lance véritablement, je trouve, avec cette arrivée en Coupe d'Europe. Tu mises sur quelqu'un qui a déjà fait de bonnes choses à Nice avec le retour de Lucien Favre sur le banc, qui est évidemment quelque chose d'important. Comme je le disais au tout début, Nice a quand même l'habitude de mettre des bons coachs et voilà, ces entraîneurs au centre du projet, ce que je trouve très, très intelligent de leur part. Donc voilà, cette année, c'est l'apprentissage des deux compétitions. Apprendre à gérer, bon, excepté la Coupe de France, mais de gérer le championnat et la Coupe d'Europe, ça va être un vrai On défi. sait que ça Surtout qu'on s'était pas très bien passé la dernière fois, hein. Exactement, exactement. On se souvient, je crois que c'était contre Leverkusen au premier match où ils avaient Précis, hein. complètement sombré. Donc c'est un vrai apprentissage, vraiment, vraiment. Je pense que si tu ramènes du Ramsey, du Schmeichel, c'est pas anodin. Je pense que c'est aussi pour appréhender cette Coupe d'Europe là. Peut-être voir un petit peu plus de spectacle. Offensivement parlant, du côté de l'Alliance Ouais. Riviera, j'avoue que ça fait partie des choses qu'on pourrait demander un petit peu plus cette saison. Mais voilà, confiance en Favre et voilà, globalement, Nice est quand même un projet qui est stable et cohérent et hâte de voir comment ils vont gérer ces deux compètes. Ouais, exactement. Ça me semble cohérent. Moi, je rappelle, alors je sais que c'est pas un garçon qui fait l'unanimité en tant que personne, et notamment via ses transferts, etc. Mais Andy Delors, moi, je continue de penser que c'est quand même quelqu'un qui va apporter, qui va être essentiel cette saison, dans la saison de l'OGC Nice, notamment pour jouer sur plusieurs tableaux. Je crois qu'il va être très important pour l'OGC Nice, au-delà du classement UEFA de la France, de ne pas négliger la Conference League. Loin de D'accord. là, ça va être très très important de la jouer parce que ça va peut-être permettre aussi d'offrir de belles soirées européennes du côté de l'Alliance Riviera. Ça va aussi permettre peut-être aux jeunes de prendre de l'expérience dans une compétition qui leur seront peut-être un petit peu plus adaptées. Moi, je pense que cette Conference League, finalement, elle répond aux besoins, je crois, de cette OGC Nice actuelle, parce que je pense que en jouant en fait, c'est peut-être bête, mais cette Conference League donne un côté elle aurait presque un côté Coupe d'Europe détente, alors que ça devrait pas être le cas, mais j'ai l'impression que tu as moins d'attente que quand tu joues l'Europa League, où là tu te dis, bon, ou la Ligue des Champions évidemment, où là tu te dis c'est vraiment la cour des grands. Moi je pense que la Conference League doit vraiment être vue pour Nice comme une occasion de déjà essayer de briller, pour commencer, et puis deuxièmement essayer, pourquoi pas, de donner de l'expérience à ce groupe qui est assez jeune, et voilà, et tout simplement se frotter aussi aux autres équipes européennes. Et je pense que ça va leur permettre aussi de prendre un certain dynamisme tout au long de la saison qui pourrait apporter à l'OGC Nice, qui selon moi justement a peut-être manqué d'une compétition européenne la saison dernière, pour vraiment prendre un rythme d'européen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est temps que dans le projet Ineos, Nice joue l'Europe, quoi. Mais je la joue Ouais, régulièrement. et ouais, je trouve que, évidemment que si tu es supporter, tu es tout le temps ambitieux, évidemment, mais je trouve que la Conference League te permet d'être ambitieux en Coupe d'Europe. Ouais.
d'être vraiment ambitieux. Parce que bon, si tu joues avec des champions, pour des clubs qui ne seraient pas Paris, l'idée, ça va être de sortir des poules. Tu vois, déjà, comme l'avait fait Lille, ce qui était déjà très bien. Europa League, tu peux, voilà, mais tu peux te dire d'essayer loin. Moi, je considère que la Conference League, quand tu es un club comme Nice, comme c'était le cas pour Rennes l'année dernière, tu dois être ambitieux d'aller très loin Ouais, tu pour peux la te dire conférence. pourquoi En plus, pas, c'est la ouais. troisième. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'elle te permet de découvrir l'Europe et d'être vraiment ambitieux et d'aller le plus loin possible. Et je pense que c'est un vrai plus de ce côté-là au niveau de l'apprentissage. Ouais, et moi je pense que ça va vraiment avoir un impact positif sur le championnat, si tant est que les résultats, évidemment, en Conference League suivent. Alors évidemment, ça va te charger le calendrier, mais encore une fois, comme on l'a dit, il y aura une grosse pause d'un mois et demi de football français, européen, etc. Donc là, ça te permettra de recharger les batteries. Il y a vraiment beaucoup de coups à jouer, je trouve, cette année avec cette pause. Du coup, Adrien, on va passer au joueur à suivre. Let's go. Quel est ton joueur à suivre, Adri, cette saison pour l'OGC Nice? Moi, il est gallois. Il est gallois, il s'appelle Aaron Ramsey. Je suis vraiment un fan d'Aaron Ramsey depuis toujours. Je suis très déçu de voir la trajectoire plutôt descendante du gallois qui était donc Arsenal, qui brillait du côté d'Arsenal, qui allait à la Juve. Là, ça s'est pas très bien passé. Son dernier ballon touché avec les Rangers, c'est un penalty loupé qu'offre la victoire en Europa League à Francfort. Donc bon, je pense qu'il ne va pas laisser un souvenir indélébile du côté des Rangers, mais je suis persuadé, convaincu que c'est encore un très bon joueur. Il a que 31 ans, il a encore vraiment de belles années devant lui. Il y a des joueurs d'expérience avec lui au milieu de terrain. Tu auras Schneiderlin, bon, évidemment, dans des postes un peu plus reculés, mais voilà, dans un milieu de terrain un peu cohérent avec Schneiderlin, BKBK, Thuram, je pense que ça peut être vraiment un milieu très, très intéressant. Et avec Lucien Favre, on sait qu'il y a eu des réussites au milieu de terrain. Donc, hâte de le découvrir, de le redécouvrir dans notre championnat, en espérant que ça ne fasse pas une Schneider du côté de Nice. Mais voilà, moi, j'adore Aaron Ramsey. C'est donc mon joueur à suivre. Ouais, bah écoute, moi mon joueur à suivre, je vais être peut-être très peu original, ça va pas être une recrue du mercato, c'est juste, j'en ai parlé tout à l'heure, un joueur que j'aime beaucoup, tout simplement, Andy Delors, je suis désolé. Bien sûr, Moi, bien sûr. voilà, c'est Andy Delors. Alors, je sais, hein, encore une fois, c'est pas forcément toujours un garçon qui fait l'unanimité, notamment suite à ses départs des clubs, etc. Et parfois son comportement. On a vu aussi vis-à-vis de l'Algérie, ses choix de sélection, etc. Mais quel genre de foot! Moi, j'adore l'attaquant, j'adore son esthétique, j'adore son sens du but, son sens du jeu, sa capacité à marquer de la tête, du droit, du gauche, ciseaux. Enfin, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant, qui t'offre de la profondeur. Et moi, je suis fan d'Andy Delors, tout simplement. Donc, Andy Delors est à l'OGC Nice, et ben pour moi, ça va être mon joueur à suivre, tout simplement. Il aurait été ailleurs, ça aurait été mon joueur à suivre. Mais pour moi, Andy Delors, c'est mon joueur à suivre si on aime le football. Voilà, si tu aimes purement l'aspect footballistique sur le rectangle vert, tu peux que aimer Andy Delors. Et dites-nous, évidemment, supporters niçois, quel joueur vous allez suivre du côté de l'Alliance Riviera cette saison? Évidemment. Et du coup, maintenant, on va passer au classement. Ouais, Adri, quel est ton classement pour cette saison pour l'OGC Nice? c'est l'heure de se mouiller comme d'habitude. Le petit mot avant de commencer sur ces pronos. Évidemment, on ne sera pas à la hauteur de vos espérances en tant que supporter. C'est propre même d'être supporter de son club. C'est d'espérer le meilleur. Nous, on essaye de prendre un petit pas de recul pour donner notre avis. Mais voilà, on précise qu'on ne sera sans doute pas à la hauteur des espérances. On l'a fait, ce petit mot de récap pour tous les clubs. Donc moi, je vois l'OGC Nice 6e. Putain, mais on a le même classement en ce moment, c'est terrible. Hein. Ouais, je vois Nice 6e. Il y aura la Conférence League à gérer cette saison. Donc moi, je considère que si Nice, comment dire, figure bien en Conférence League et termine 6e à la fin de la saison, ça serait une saison réussie parce qu'encore une fois, on parle de performance sur plusieurs tableaux. Encore une fois, je trouve qu'on dénote trop souvent ça. C'est difficile d'être performant sur deux tableaux. On l'avait vu notamment avec l'Europa League. Donc Nice sait ce qu'il en est de ce côté-là. Il y a quand même des renforts très intéressants. Donc je pense que tu as vraiment moyen de bien figurer dans toutes les compétitions. Ne pas oublier que si c'est 6e, s'il n'y a pas un concours de circonstances, tu es européen. Cette année, c'est Nantes qui allait. Donc du coup, vu qu'ils n'étaient pas qualifiés directement, mais logiquement, si c'est Paris ou l'un des gros devant qui gagne la coupe, c'est qualificatif pour l'Europe de nouveau. Donc voilà, donc si Nice réussit à bien figurer en Europe et terminer 6e, donc se requalifier potentiellement pour une Coupe d'Europe, ça serait une saison réussie. Donc je mets l'OGC Nice 6e. Ouais, bah moi j'ai mis l'OGC Nice 6ème aussi pour une raison simple, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de transferts de qualité au niveau du mercato, etc. Mais encore une fois, il y a une instabilité. Encore une fois, il y a une instabilité, t'as encore une fois pas le même coach, puisque le coach est parti. Et c'est ça qui m'embête un petit peu à Nice depuis l'arrivée d'Ineos, c'est que finalement, en fait, il y a très très peu de continuité, et que je pense que s'il y avait continuité, Nice pourrait aller taper beaucoup plus haut.
à mon avis. Et le truc, c'est que moi, pour l'instant, je vais les laisser sixième, parce que comme tu le dis, potentiellement, la sixième place pourrait être qualificative pour l'Europe en cas de victoire des équipes de devant en Coupe d'Europe. Et moi, je pense qu'il y a des équipes qui ont plus de continuité aujourd'hui que le GC Nice. Et c'est ça qui fait la diff. Maintenant, comme vous le savez, quand on fait le classement, évidemment, bon là, quand on arrive aux places européennes, on se mouille un petit peu plus quand même. Mais après, c'est surtout une illustration. Ça peut être au-dessus, ça peut être une place au-dessus, une place en dessous, même si là, ça fait une différence assez énorme quand même. Mais dans l'idée, disons que je pense que devant, il y a des équipes qui sont aujourd'hui plus, plus armées, plus régulières, selon moi, que l'OGC Nice. Mais après, je souhaite évidemment aux Niçois de gagner en régularité cette saison, ce qu'il aura peut-être fait. Alors, tu as dit qu'ils avaient une saison quand même régulière la saison dernière, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire la, euh, la différence au moment où ça aurait pu, tout simplement. On sait aussi que, bon, certes, là, on va peut-être pouvoir parler du début de saison très rapidement. Aaron Ramsey fait un bon début de saison, Kasper Schmeichel fait un bon début de saison. Maintenant, il faut encore attendre de voir. Il faut encore Bien attendre sûr. de voir comment ça va évoluer tout au reste de la saison. Je crois que c'est un recrutement intelligent. Maintenant, est-ce que c'est un recrutement pour aller taper mieux cette année? Je crois pas, mais le projet Ineos continue de se construire avec des noms, avec des jeunes, avec des garçons de qualité, et je ne vois que du positif venir du côté de l'OGC Nice. Maintenant, pour cette saison, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus prêtes. Bah, évidemment, dites-nous à quelle place vous voyez les Aiglons terminer cette saison 2022-2023. Exactement, et ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. Yes. Eh ben, écoute, c'était top de faire un petit tour du côté du sud. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, on va se retrouver dès demain pour la prochaine preview. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est un plaisir comme d'habitude. Vous pouvez retrouver tous nos réseaux en description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre pour cette saison de Ligue 1. Merci à tous et je vais laisser le mot de la fin à Adri comme à chaque fois. Ouais, comme d'habitude, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette preview. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vive le football.